de France Maghreb 2. LGF, le grand forum. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 jusque 18h en ce vendredi 1er février. Comme le temps passe vite, rendez-vous compte. Bonjour monsieur Tarek Mami. Bonjour monsieur Christophe Fro, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est vrai qu'il y a quelques jours on attendait la fin de l'année. Bah oui, ça y est hein. Et là, comme dit l'autre, la fin de l'année est dans notre dos. Oui, et c'est vrai qu'en ce 1er février, on en a parlé tout à l'heure dans l'éphéméride, résonne cet appel de l'abbé Pierre, 1954. Alors qui, en principe, devrait être dans notre tête tous les jours, au moins pendant l'hiver. Et vous savez que la version originale n'existe pas. Il a dû la réenregistrer plus tard, cet appel, mais l'appel en lui-même en tant que tel qu'il a été fait et prononcé avec le ton en 1954 n'existe pas. Alors en fait, l'appel a été fait à plusieurs reprises. Et il a été fait aussi dans la rue. Et à l'époque, il n'y avait pas les téléphones, les iPhones, les réseaux sociaux. Et donc, c'est pour ça pas. Mais les gens ont appris. Et puis, effectivement, alors je ne sais pas, mais si vous me le dites, je vous fais confiance. J'ai vérifié. Non, mais je vous fais confiance. Donc, il n'est pas à l'INA. Alors que l'appel du général de Gaulle, pour la France est à l'INA. Ça s'est fait dans la précipitation, cet appel, hein. D'ailleurs, il l'a expliqué, on l'a écouté tout à l'heure. Non, mais parce que en ayant le nombre de morts de la nuit précédente, et en circulant sur Paris, il y avait de la neige. Et à Paris, en 54, quand on disait de la neige, c'est pas le 2 mm. C'est pas le 2 mm que nous avons aujourd'hui. C'était une température négative pendant plus d'un mois. Eh ben, c'est un peu comme quand on est en Savoie. Et qu'on voit que la neige, ça s'accumule. C'est ça. Alors, on est très loin de 1954 et de cet appel humaniste de l'abbé Pierre. Aujourd'hui, on en est à parler de l'affaire Benalla. Le patron hier soir il m'envoie un message, il me dit tu vas les bouffer, t'es plus fort qu'eux, c'est pour ça que je t'avais auprès de moi. On se demande de qui il parle lorsqu'il dit les bouffer, c'est qui? Ce sont les juges, ce sont les parlementaires, ce sont peut-être les journalistes, le président. Donc le patron nous soutient. Ah bah il fait plus que nous soutenir. Ce qui a été sorti de son contact sur c'est senti trahison machin là. Il a dit je me suis senti trahi, j'ai été déçu, il y a eu de la trahison, il y a eu des déceptions sur le 1er mai. Ce qu'on lit sur le SMS est assez troublant quand même. On voit très bien qu'il est protégé et c'est pour ça qu'il fanfaronnait partout. Ça remet en aucun cas en cause la confiance que je peux leur porter, enfin je peux lui porter normalement en l'occurrence, que je peux lui porter sur machin. Il l'a redit encore et je suis fier d'avoir embauché Alexandre Benalla à mon cabinet. Sur le reste, la justice elle fera son travail. Quand j'entends les conneries qui ont été dites, machin, etc., il est comme un fou. On n'a pas le droit de mentir à une commission d'enquête parlementaire. Donc nous allons tout mettre à plat, tout regarder. S'il s'avérait qu'il y a eu un mensonge, eh bien les conséquences peuvent en être tirées par le Parlement, puisque nous pourrons, nous en tant que rapporteurs, proposer de saisir la justice. On a confirmation de toutes les invraisemblances qui nous ont été servies depuis le début sur tous les aspects du dossier. Benalla Ekraz se serait impliqué personnellement dans le montage d'un contrat de sécurité avec un oligarque russe. Problème numéro 1, il s'agit d'Iskander Makhmoudov, proche de Vladimir Poutine et soupçonné de lien avec la mafia russe. Problème numéro 2, à l'époque, Kraz travaillait encore à la République en marche, Benalla à l'Élysée. Et voilà un homme proche d'une puissance étrangère et du président, et pas des moindres, Vladimir Poutine, qui verse énormément d'argent. Ce sont plusieurs centaines de milliers d'euros, avec des négociations qui en cours pendant qu'ils sont à l'Élysée. Je peux vous dire aujourd'hui que plusieurs agences d'État françaises sont très inquiètes du niveau potentiel de compromission qu'il y a derrière cette affaire. Pourquoi est-ce que c'est sensible ça? Parce que les activités privées d'un collaborateur du président de la République qui mettrait ce collaborateur sur la dépendance de quelqu'un d'autre, lié d'ailleurs à une puissance étrangère, apportent une fragilité pour l'institution présidentielle. Voilà en quelque sorte quelques réactions depuis effectivement que Mediapart, Tarek Mami, auditrice auditeur, ait révélé donc cette nouvelle affaire dans l'affaire, si je puis dire, cette affaire Benalla qui prend un nouveau tour après les violences du 1er mai dont tout le monde se souvient et le passeport diplomatique. Donc voici les écoutes, nouvelle révélation embarrassante pour l'exécutif Tarek Mami, cette nouvelle affaire Benalla. D'abord, c'est l'affaire Benalla. Oui, j'ai bien dit affaire Benalla. Non, mais c'est pour ça que je reprends ce que vous dites. Parce qu'aujourd'hui, en fait,
la vraie interrogation pour moi en tant que journaliste d'investigation, c'est qui pourrait aujourd'hui investiguer, comme on dit, pour connaître, j'allais dire, la teneur des informations que détenait Benalla quand il était à l'Élysée, voire plus, jusqu'à la 2e audition du Sénat, et qu'il partageait avec le président Macron. L'affaire deviendrait une affaire Macron, une affaire d'État, si ces informations révélées par Mediapart étaient partagées par le président et par Benalla, et le président dans ce cas serait informé et serait, comme n'importe quel être humain, tenté de conseiller. C'est ce qu'il en tout cas dit. Enfin, c'est ce que ses écoutes révèlent. Non. C'est que le président serait informé. Alors, toute la problématique, elle est là. Donc, un long article à lire, en tout cas. Non, mais je l'ai lu. Bien détaillé. Non, mais j'ai lu tous les articles d'hier et j'ai lu, vous me connaissez, cher Christophe, j'ai lu le pour et les contre. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé, moi, par le problème central. Donc, si la conversation qu'on a écoutée, d'abord, c'est une conversation qui est résumée avec les paroles d'un jeune de 26 ans à son copain, et tous les deux... Qui n'avaient pas le droit de se voir, hein. Rappelons-le quand même. Oui, tous les deux présumés, non pas, comment dire, innocents, mais présumés délinquants au vu de tout ce que je dis. Et donc, si la conversation de président, oui, tu vas les bouffer, c'est comme ça que les gens se parlent. Ça n'a pas en soi juridiquement de conséquences, ça a politiquement des conséquences. Et donc la problématique, c'est aujourd'hui... Quelles conséquences politiques? Politique, c'est-à-dire que quand bien même le président serait de bonne foi parce qu'il ne parle que de ce côté-là, tous ses adversaires politiques n'accepteraient pas l'argument et ils disent c'est pas possible qu'il lui ait pas dit j'ai trouvé un filon, un type on va surveiller sa femme et ses enfants pour les protéger, je vais me faire 50 000 euros et que l'autre lui dit oui ou non. C'est ça, si vous voulez, cher Christophe, chers auditeurs, chères auditrices, le nœud de la question de l'affaire Benalla, qui restera une affaire Benalla, peut-être délinquant qui pourra être condamné et qui doit être condamné, ou qui deviendrait politiquement l'affaire Macron. Et donc c'est là-dedans que nous tous journalistes, de bonne foi, de mauvaise foi, pro-Macron, anti-Macron, nous allons naviguer encore pendant des mois, et ça n'arrange pas les affaires de président, parce que ça va venir se cumuler avec l'histoire du grand débat, les gilets jaunes. Les gilets jaunes et tout ça. Donc en Tunisie, on dit c'est une chakchouka tunisienne, et en Algérie, on dit c'est une cherchoucha. Et donc, en fait, c'est quoi? En français, c'est une espèce de... C'est bien meilleur, la cherchoucha. C'est votre problème, ça c'est pas le mien. Moi, je dirais le contraire, mais bon. L'ego, vous n'aimez pas la cherchoucha? J'aime les deux, moi. Moi, j'ai dit, moi aussi, j'aime les deux. Je préfère la cherchoucha que cette affaire, hein. Voilà, on est d'accord, mais j'aime les chakchouka que cette affaire. C'est une espèce de salade niçoise, dans laquelle on met tout, ou la vraie définition de ce que nous vivons aujourd'hui, pour faire plaisir à nos amis de Marseille, que nous allons les saluer, c'est une bouillabaisse. Alors la première. Vous savez ce que c'est que la bouillabaisse, cher Christophe? Oui, bien sûr, la vraie soupe. Non, mais c'est pas ça. C'est tout le reste des poissons. Oui, donc quand on n'a rien, c'est tous les déchets de poissons, quoi. Voilà, donc on met la bouillabaisse. Mais du bon déchet, hein, parce que ça coûte très cher une vraie bouillabaisse, d'ailleurs, sachez-le. J'en profite pour ouvrir la parenthèse. Si vous allez dans un restaurant que vous propose une bouillabaisse à 10 euros, il faut surtout pas la prendre, hein. C'est pas une vraie, hein. Non, une vraie bouillabaisse, c'est minimum 30-40 euros, quoi. Et on salue donc nos auditeurs et nos amis de Marseille, puisque la bouillabaisse nous amène à Marseille. Et tous les autres qui nous écoutent un petit peu partout en France, bien sûr, grâce aux fréquences FM, aux fréquences numériques et à l'application. Et pour l'application, je conseille vraiment les gens de télécharger. Moi-même, c'est pas parce que je suis journaliste à la radio ou directeur de la radio, mais je passe beaucoup de temps aujourd'hui sur l'application parce que ça permet d'écouter le programme. En fait, la difficulté, c'est qu'on écoutait la radio ou on regardait le site de la radio. Et aujourd'hui, on a 3 en 1, j'allais dire. Donc vous pouvez continuer à écouter votre musique et à lire tous les articles qui sont sur le site et qui sont transférés sur l'application. Donc c'est vraiment le moment de la télécharger. On dira un petit mot tout à l'heure sur le DAB, mais on revient donc. Revenons à cette affaire Benalla. La mono-actualité Benalla, les gilets jaunes. Alors Tarek Mami, c'est aux juristes que je m'adresse à présent, parce que la première problématique, l'enregistrement qui témoigne du fait que l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron a rencontré Vincent Kras, qui est un gendarme réservistes, rappelons-le, après leur mise en examen prononcée dans le cadre des violences du 1er mai. 5 jours après, si j'ai bien compris tous les cet enregistrement, donc Mediapart, qui se l'est procuré. Comment il se l'est procuré, ça on ne sait pas. D'ailleurs, ils sont pas tenus de le dire. Ça fait partie du secret des journalistes. Ça. Je vais vous le dire.
quand vous avez une bouillabaisse comme celle-là ou une cherchoucha et que vous voulez rajouter, il y a la fameuse expression, on remet 1 euro dans le dollar, 1 euro dans la machine, et ceux qui veulent faire exploser les systèmes sont toujours prompts. Alors avant, c'était une spécialité du canard, et on sait tous qu'en fait comment on peut appeler ça? Ceux qui, on va rester poli, ceux qui renseignent le canard et ceux qui envoient les pièces, ce sont tous les hauts fonctionnaires de l'État qui sont pas contents de leur chef ou de ce qui se passe. Et donc, c'est une manière de se venger parce que quand, par exemple, une affaire qui me revient vraiment comme ça, mais en toute gratuité à l'esprit, cher Christophe, quand on sort l'appartement de monsieur Juppé, alors qu'il est travaillé à la mairie de Paris, il y a que quelqu'un qui est à l'intérieur de la maison, qui a le contrat, qui a fait la photocopie, qui l'a envoyé, quoi. C'est pareil, c'est comme ça qu'ils l'ont eu. Ils font leur travail d'investigation. D'ailleurs, ils ont gagné 2 jours à la Cour de cassation. Le fait que quand ils ont publié le document sur l'argent de Sarkozy en Libye, le tribunal leur a donné raison, sans rentrer dans le détail pour dire si le document est vrai ou faux, mais il dit qu'ils ont fait leur travail et que la justice fait son travail. La question que l'on vous pose, donc amis auditrices, auditeurs aujourd'hui, à laquelle vous répondez sur les réseaux sociaux, France Maghreb 2 sur Facebook, Twitter, le grand forum FM2, et en nous appelant aussi pour nous donner votre avis qui nous intéresse comme à chaque fois, 01 40 33 9000. Après les nouvelles révélations donc de cette affaire Benalla, la probité ou comment dirais-je, probité, j'ai choisi ce terme exact parce que probité, ça veut dire honnêteté absolue ou presque, quoi. Donc c'était vraiment. Alors la probité ne veut pas dire que ça non plus. La probité, ça veut dire qu'on a pratiquement. J'ai pris la signification, moi. Honnêteté. Non, mais vous prenez sa définition dans le vrai dico, et la probité, ça veut dire qu'on a la preuve qu'il est honnête à 100%, et quand vous posez la question, ça veut dire est-ce qu'il est escroc, pour faire simple. C'est pour ça que il y a d'autres mots comme crédibilité. Provocation. Non, oui, je reprends votre terme. Non, c'est pour ça qu'il y a d'autres mots comme crédibilité, comme réputation. Voilà, réputation. Merci. Voilà. Réputation. Et moi, je pense que réputation est beaucoup plus que probité, parce que la réputation, les gens peuvent se faire une mauvaise réputation de quelqu'un qui, au fond, est bon. En tout cas, est-ce que cette réputation, selon vous, au travers des nouvelles affaires, des nouvelles révélations de l'affaire Benalla, va-t-elle entacher l'image du président? Voilà. C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez. Alors là, pour ceux qui veulent vraiment parler langue française, Christophe, on peut à la fois penser que M. Macron a de la probité, et on peut en même temps penser que ça va tacher sa réputation. 01 40 33 9000 pour nous dire. Alors les résultats sont sans appel, Tarek. 96% pensent que oui, ça risque d'entacher la réputation du président sur Facebook. 79% sur Twitter, le grand forum FM2, pardon. Vous continuez en tout cas de voter et de nous appeler aussi au 01 40 33 9000. Je voudrais quand même, après ces révélations que certains peuvent considérer comme explosives, hier par Mediapart, cet échange donc entre Benalla et le gendarme réserviste Vincent Kras, qui sent la poudre. Antoine Rouget, qui est le co-auteur de l'enquête Mediapart, qui donne son avis et qui s'exprime. Écoutez. On est plongé dans une ambiance assez stupéfiante avec 2 personnes qui sont au cœur d'une affaire qui est en train de fragiliser la présidence de la République. Évidemment, on se projette pas sur ce qui va devenir l'énorme affaire Benalla dans les mois suivants, mais en tout cas, on est face à 2 individus qui ont manifestement peu conscience des risques, qui se rencontrent sans problème 4 jours après leur mise en examen et qui en plus effectivement déblatèrent ou discutent de la manière dont ils peuvent essayer de rentrer dans les bureaux de la République en marche, dans lesquels doivent avoir lieu une ou plusieurs perquisitions, et pour nettoyer le bureau de Vincent Kras dans lequel il a encore des documents. Voilà, donc il s'agit donc de Antoine Rouget, journaliste à Mediapart, à l'origine des révélations donc dans le journal Mediapart hier concernant cette affaire 26 juillet donc 2018 entre Benalla donc et Vincent Kras, tous deux mis en examen. Rappelons-le, concernant les violences du 1er mai dernier, l'affaire Benalla qui est peut-être un caillou dans la chaussure, je ne sais pas, ou boulet du quinquennat Macron. Pendant ce temps-là, en tout cas, l'exécutif cherche peut-être à essayer de parler grand débat. On y revient dans un instant, cher Tarek, mais on va accueillir Kamel, je crois, qui est avec nous. Cher Kamel, bonjour. Non, c'est pas Kamel du tout. Ah pardon, excusez-moi. Alors, votre prénom, pardon.
C'est Salim. Salim, bonjour Salim de Marseille. Alors Salim, à cette question que l'on pose, est-ce que cela va entacher, ces nouvelles révélations de l'affaire Benalla, vont-elles entacher la réputation du président de la République Emmanuel Macron? Je crois que c'est évident, surtout l'avant-veille de l'acte 12. Je pense que ça va encore durcir le mouvement et la détermination des Gilets jaunes, puisque je crois que c'est évident. On est dirigé par un cirque, par des clowns en fait il y a que des clowns. Dans un cirque il y a d'autres corps de métier, mais là il y a que des clowns. Sauf qu'ils ne font pas rire. Il se trouve que les citoyens français ont élu les clowns. Donc dans la philosophie arabe classique, on dit on a que ce qu'on mérite. Et c'est vrai. Et en arabe, qui ont voté, hein. oui, mais c'est pas grave. En arabe on dit kama takounu yuwalla alaykum. Donc en français, comme vous êtes, vous aurez les dirigeants que vous méritez. C'est juste, sauf que il y a quand même une petite, il y a quand même quand on étudie un petit peu l'électorat, on a énormément le plus gros parti de France sont les abstentionnistes, puisque plus personne ne croit en ce cirque. Et Benalla, c'est quand même l'acte 3. Hein, je me demande ce que nous réserve l'acte 4. Ça va être encore quelque chose de encore plus spectaculaire. Alors j'invite vraiment les gens à aller écouter ce que contiennent les audios, avec une vulgarité extraordinaire. Et surtout, moi, ce qui m'a choqué, c'est l'arrogance. On vous écoute. Et l'arrogance de Benalla. Il est dans une affaire extrêmement grave. N'importe quel être humain normal, il a la boule au ventre, il est stressé, il est en justice. Cher Salim, est-ce qu'on est normal à 26 ans? Oui, quand même, oui. Non, mais je pose la question. 18 ans, on est légalement responsable de ses actes. Non, mais je parle pas de légalement, mais on a tous été, vous et moi au moins, on a eu 26 ans, on connaît les 26 ans aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont toujours la conscience de la gravité de la situation dans laquelle ils se sont mis? Oui, vous pouvez pas dire l'inverse, parce que ça tient pas dans un tribunal. Je pose la question. Je pose la question. Dans un tribunal. Oui. Après, Salim, Tarek, il faut aussi dire, c'est quelqu'un qui est peut-être monté hyper vite au sommet et qui aujourd'hui se tarifie en tout cas d'avoir les éloges du président ou le soutien du président, parce que si on en écoute des audios, encore une fois, seulement si on se réfère à cela, il dit lui, moi j'ai le soutien de le président de la République, tout va bien. Donc il a pas de raison finalement de paniquer puisqu'il a le soutien du président. Sauf qu'il se trompe de pays et qu'il se trompe d'époque. L'époque, c'est dans les réseaux sociaux. Et s'il avait fait ça il y a 30 ans avec De Gaulle, ça aurait passé comme une enveloppe à la poste. Aujourd'hui, ça peut plus. Et sauf qu'il est plutôt en France, j'allais dire sans insulter personne ailleurs, pas en Arabie Saoudite, et pas peut-être même aux États-Unis, où ce sont les histoires d'argent qui priment et pas toujours les histoires de violence. Salim, est-ce que c'est pour vous une affaire d'État ou ça va le devenir? Est-ce qu'on peut parler pour l'instant d'une affaire Benalla ou d'une affaire Benalla-Macron ou pas encore? Moi, c'est pire qu'une affaire d'État, mais en même temps, ce n'est pas une affaire d'État parce qu'il n'y a pas d'État. Macron, pour moi, il n'est pas à la tête d'un État, il est à la tête d'un cirque. Donc, les hommes d'État, ça a beaucoup plus de classe. Là, on est dans le vulgaire, on est dans le grossier, on est dans le minable. Moi, ça me fait de la peine pour la France, parce que, je sais pas, mais vous pouvez me trouver un pays où il y a un cirque pareil, même en Afrique, en Asie, où vous voudrez, hein. Je crois qu'on est arrivé. Là, on est dans l'indécence, on est dans l'humiliation d'une nation et de son peuple. C'est gravissime. Si on rajoute à cela Mimi Marchand, c'est quand même délirant l'affaire Mimi Marchand. J'ai lu le livre justement aux éditions Grasset sur Mimi Marchand qui s'occupe de la com de l'Élysée, de Macron et de Brigitte, et qui a été attrapé avec 500 kilos de cannabis, qui a fait de la prison 3 ou 4 fois, qui a tenu des boîtes mal famées, et qui aujourd'hui est à l'Élysée. Elle s'occupe. Non mais qu'est-ce qui se passe, franchement? Qu'est-ce qui se passe? Après, Tarek, c'est pas une nouveauté non plus qu'il y ait des personnes peu recommandables qui entourent le président. Je pense que dans l'histoire de la 5e, c'est pas une première. Hein. Non, mais c'est pour ça que j'ai laissé Salim terminer. Moi, je suis toujours étonné que les gens d'expérience comme Salim et comme d'autres viennent découvrir le monde aujourd'hui. Comme on disait dans d'autres émissions, cher Christophe, c'est comme ceux qui découvrent tout d'un coup qu'en allant dans une manifestation, il y a des flics.
et qu'à la fin de la manifestation, il y a des flics qui tapent des gens innocents. Donc on découvre tout ce que tout le monde sait, mais encore une fois, pour moi, c'est l'arrivée de ces réseaux sociaux qui font circuler l'information à une telle vitesse, l'information vraie, l'information commentée, et l'information infox, c'est-à-dire les fake news. Et aujourd'hui, chacun de nous doit devenir, quelque sorte, un journaliste d'investigation tout seul, à lui seul, pour qu'il cherche la différence entre l'info, l'infox et les commentaires. Mais est-ce que le politique, justement, ne l'a pas compris, ça? Il n'a pas su mettre à jour le logiciel là-dessus? Pas encore, il faudra 10 ans. Ouais. Je peux vous l'annoncer. Pourquoi? Et il faudra encore 10 ans. Il y a une différence quand même. Hein. Ouais, allez-y, il y a une différence avec le passé, hein, oui. les amis. Hein. Oui. Charles Pasqua, qui était un grand psychopathe, si on en croit les témoignages de Gérard Fauré concernant le trafic de cannabis, etc. Je suis désolé, il apparemment, selon Gérard Fauré, Pasqua était le patron de Gaëtan Zampa et de Francis le Belge. Mais je suis désolé, à mon avis, ils les recevaient pas à l'Élysée ni à Matignon. Voilà, ils faisaient leur magouille ailleurs. Là, on a une étape supplémentaire qui a été franchie, c'est-à-dire qu'on a des voyous qui rentrent à l'Élysée. Et ça, je vous garantis que c'est une énorme différence avec les décennies passées. Ça, je crois que c'est une évidence. Et qui c'est que, j'allais dire, Monsieur Focard, il recevait tous les truands africains où? Oui, mais c'est des présidents. Non, mais à part les présidents, les envoyés des présidents. Dans des loges, c'est des présidents. C'est des dictateurs, mais c'est des présidents. Là, Gaëtan Zampa, c'est quand même un dealer de drogue et la traite des blanches, etc. Mais on est passé, il y a quelque chose. Oui, selon vous, il y a une étape qui a été franchie, voilà. Il y a une étape qui a été franchie avec pour moi avec cette arrogance de Macron. Non, il y a l'arrogance, mais pour moi l'étape supplémentaire, c'est le fait d'apprendre l'info dans les 15 secondes, alors qu'on mettait 10 ans pour la connaître. C'est ça la grosse différence. C'est vrai. Après, moi je vous dis qu'à l'Élysée, les plus gros salopards de France sont passés dans les bureaux des conseillers sécurité à l'Élysée, qui les tenaient. Sous Mitterrand notamment. C'est tout. Ça commence de chez De Gaulle jusqu'à ce jour. Même Giscard. Non, mais bien sûr. Hein? Et la police les tenait, il tenait la police. Et à certains moments, vous savez ce qui se passe, cher Salim, chers auditrices, chers auditeurs, pour moi, c'est le sentiment d'impunité dans l'absolu qui amène à tout ça. C'est-à-dire que c'est lui qui compte avant de faire quelque chose, il craint, il a peur, il réfléchit, il fait pas. Mais le Benalla, disant que je suis proche de Dieu, Dieu étant aujourd'hui Macron comme Mitterrand l'était en 81, et donc je peux tout me permettre parce que le grand chef me protège. Et c'est cette notion d'impunité. Il l'appelle le patron. Il l'appelle le patron. C'est à la fois cette histoire d'impunité, cette histoire d'âge, 26 ans, à 46 il n'aurait pas fait la même chose, et puis cette avidité de tout construire. Vous savez que M. Benalla a écrit il y a 16 ans au président Sarkozy, qu'il connaît ni d'Ève ni d'Adam, juste, il lui envoie une lettre à l'Élysée, lui dit, je veux devenir garde-corps et policier, et je veux que tu m'aides. Donc, j'ai vu ça. Donc, vous construisez autour de ce personnage, à 16 ans, il était comme ça. À 26 ans, il est devenu quand même une des personnalités françaises, 24 heures sur 24 heures avec le président Sinebouze. Donc, il pense qu'il est impuni. Même qu'il soit président, oui, il pense qu'il est impuni. Et c'est ce recul, à la fois, excusez-moi, chers auditrices, chers auditeurs, c'est pas de l'arrogance, mais cette manque de culture, d'éducation et d'expérience qui détruit toute humilité et qui fait qu'il dit moi je. Merci Salim en tout cas pour votre avis. Allez-y. Je peux rajouter allez-y. Un truc simple pour montrer qu'il y a quelque chose qui cloche. Je parle d'un diagnostic médical. Il y a vraiment quelque chose qui cloche chez Benalla parce qu'il n'a peur de rien. Et ça c'est problématique parce que quand on a plus peur, on se met en danger. Quand on lit les écoutes téléphoniques d'Alexandre Guérini, le type il parle avec son frère Jean-Noël Guérini. Il est énervé, il insulte le système, mais il n'a pas cette nonchalance où il dit oh là là, t'as vu, c'est rigolo, c'est une bonne expérience. C'est-à-dire que même les grands voyous, les grands méchants, ils ont un stress que Benalla n'a pas. Je vais terminer là. Il y a quelque chose qui cloche, psychiatriquement parlant. Quel âge avait notre ami Guérini, petit frère? Ah là, c'est la cinquantaine passée. Voilà. Donc vous rajoutez de 26 à 50 et vous auriez Benalla.
Et je connais les deux. Je connais le Guerini politique, le Guerini frère. Vous savez qu'on connaît Marseille, nous, comme notre poche ici. On sait comment ça se passe. Parlez pour vous. Moi, je connais pas bien Marseille. Donc la radio, en gros, ça, on a le logiciel. Et donc, le frère Guerini, s'il avait 16 ans, c'est pas le terrain qu'il aurait obtenu pour faire de la déchetterie, c'est le Vieux-Port. Voilà, Salim. Bon, vous voyez qu'on est informé aussi. On sait ce qui se passe à Marseille. Merci, Salim. Excellent week-end. À bientôt. 01 40 33 9000. Vous continuez évidemment de nous donner votre avis. C'est le peuple qui s'exprime ici. Cette affaire est grave. Oui. Quoi elle est grave, Tarek? Pour moi, elle est grave par le fait qu'elle perturbe tout le fonctionnement je dis pas de la République, mais je dis pas de l'État, mais je dis du gouvernement. C'est-à-dire qu'au lieu de s'occuper de vrais problèmes des gens, c'est-à-dire principalement pour moi le pouvoir d'achat et la sécurité, on passe du pouvoir d'achat à la sécurité aux gilets jaunes. Et là, on ouvre les épisodes, non pas 12, mais là 3 ou 4, Benalla 1, Benalla 2, Benalla 3. Et le timing, Tarek, de cette affaire qui a été révélée par Mediapart, il n'a pas été choisi par hasard. Non, parce que je parlerai pas de mes amis de Mediapart qui font du bon travail, mais je veux dire, cette enquête aurait pu attendre la fin de la publication du rapport du Sénat. Pourquoi elle vient percuter le rapport du Sénat qui est en train d'écrire? Ils sont bien emmerdés d'ailleurs. Non, parce que le Sénat... Oui, il est en train d'écrire. Oui, mais quand il termine la dernière page, Christophe, il est obligé d'écrire, et par conséquent, je demande au procureur de la République de bien vouloir poursuivre M. Benalla, qui a. Il n'avait pas le A. Et là, on lui donne le A qui a violé donc l'interdiction de rencontrer le gendarme. Donc, ça vient bousculer, et aujourd'hui, tu as l'impression, comment on appelait ça? Il y a le feu, et chacun y passe, il rejette un petit peu là pour que le feu ne s'éteigne pas. Absolument. En tout cas, vous pouvez continuer de nous donner votre avis parce qu'on feuillete l'actualité, parce que nous sommes vendredi et que il se passe énormément de choses. Si on faisait cette récap il y a 20 ans, Tarek, on aurait beaucoup moins de sujets sur la table. Là, il y en a un paquet. Alors, par exemple, justement, le gouvernement qui tente de mener son grand chantier du grand débat national. Hier, c'était Édouard Philippe qui était à Juvisy-sur-Orge, au sud de Paris, et le Premier ministre était auprès des jeunes, 1h30 d'échange sur une péniche avec des 18-25 ans qui se trouvent actuellement en service civique. L'occasion pour Édouard Philippe de leur faire passer un petit message à propos du grand débat. Écoutez ce qu'a dit Édouard Philippe hier. Jusqu'à présent, il y a eu assez peu de participation de votre tranche d'âge. C'est pas grave si c'est juste le début, mais ce serait grave si dans un grand débat qui doit servir à formuler ce que les Français veulent pour la suite, ce qu'ils ne veulent pas, ce qu'ils souhaitent, les sujets qui leur semblent les plus importants, ça va poser un problème s'il n'y a pas votre tranche d'âge qui s'exprime. Donc merci d'avoir pris ce moment pour nous offrir cette occasion. Édouard Philippe qui en appelle à la jeunesse, donc il s'exprime auprès des jeunes de Juvisy-sur-Orge, donc à une vingtaine de kilomètres de Paris, pour situer pour les provinciaux. Voilà, parmi les thèmes abordés entre le Premier ministre et les jeunes, Tarek, la transition écologique, encore la citoyenneté. J'ai rencontré dans ma vie le ministre, notamment quand il était du côté du Havre et tout ça, et je trouve, Christophe, quelque chose qui va peut-être vous étonner, il est en train de perdre sa rigidité, pour moi. Parce que autant il était une espèce de juppé d'il y a 20 ans droit dans ses bottes, autant ce qui est en train de se passer l'humanise, parce que bon, moi j'ai pas vu hier, j'étais ailleurs, mais j'ai vu la semaine il y a quelques jours dans une salle, et il grattait comme un élève de première année de fac qui sait pas comment ça marche, tout ce qui a été dit. Donc, et après, quand elle a pris la parole, à la fin, il a remercié la salle de ne pas l'avoir engueulé, mais d'avoir échangé avec lui. Et donc, j'ai l'impression que peut-être pour lui, je sais pas pour le président Macron encore, mais qu'il est en train de saisir, j'allais dire une vérité sociale. À 3 reprises, il dit, moi-même, je comprends pas, moi-même, je sais pas. Et donc, une espèce d'humilité qui peut-être va devenir une grâce pour le toucher. En tout cas, voilà qu'apparaît, Tarek, ce qu'on pourrait appeler le contre-débat. On l'appelle le vrai débat. Ce sont les gilets jaunes qui viennent en effet de lancer un site internet qui est similaire à celui que le gouvernement propose dans le cadre de sa consultation. Celle-ci évidemment est non officielle, mais elle a pour objectif d'être une alternative à l'initiative de l'exécutif. Entre la plateforme officielle du grand débat et celle proposée par les gilets jaunes, d'ailleurs, la ressemblance est frappante. Et pour cause, les deux sites ont été conçus par la même entreprise, mon cher Tarek. Lui, il fait des affaires. Incroyable. C'est-à-dire que voilà, vous avez maintenant deux débats qui s'opposent
s'opposent. Donc le vrai débat et le grand débat d'un côté. En tout cas, ça discute. Donc c'est déjà un premier point, peut-être. Oui. Mais chacun dans son coin. Non, mais vous l'avez dit. Vous avez résumé la situation, Christophe. Personne de normal ne peut être contre les débats. Mais personne de normal ne peut accepter qu'il y ait des actions sans organisation. Et si ce débat sur ce deuxième site permettait à ceux qui s'appellent Gilets jaunes, section 1, section 2, section 3, parce que rien que pour les listes électorales, nous sommes à 2 listes aujourd'hui, c'est bien parce que ça obligera chacun à résumer à la limite, parce que le fameux cahier de doléances à la fin, il y aura le cahier de doléances du président Macron. Et si en face, il y aura le cahier de doléances donc des Gilets jaunes, eh ben, le président Macron, l'État, le gouvernement, la République seront obligés de prendre en considération ce qui est écrit à gauche. Or, aujourd'hui, il n'y a rien à gauche. Certains demandent le RIC, les autres l'augmentation, l'autre le 0% de TVA. Il y a beaucoup d'idées. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'à ce jour, on est à la 12e week-end. 12 pour demain. Non, mais bon, les axes, je vous les laisse, cher Christophe. On est à la 12e semaine, et c'est que personne ne parle de cette idée simple, qu'est la méthode d'impôt à l'américaine, que vous payez. Ça a été évoqué la semaine dernière dans l'émission d'Hanouna. Repris par quelqu'un, proposé en tout cas. De mission qui, mais je veux dire, elle n'est pas dans le débat public aujourd'hui. Oui, mais n'empêche que des secrétaires d'État ou des ministres y participent. Donc, oui, c'est très bien. Et c'est peut-être d'ailleurs l'une des seules émissions qu'on aime ou n'aime pas à Hanouna, mais qui participe concrètement au débat sur beaucoup de sujets. Vous parlez avec la secrétaire d'État, Madame Schiappa. Ça a été évoqué. Oui. Ça, c'est une bonne chose. Parce que là, c'est pas que ça donne l'impression, c'est que ça envoie le message, chacun doit payer ce qu'il faut payer, et c'est pas parce qu'il échappe géographiquement qu'il paye pas. Exact. Et ça calmera ça calmera les salopards qui s'enfuient avec l'argent, et ça calmera ceux qui prétendent que les riches ne payent pas, parce que les riches paieraient. Et vous pouvez l'expliquer, Christophe, ou je l'explique en 2 mots. Vos activités font que vous devez payer 1 000 € à la fin de l'année. Oui. Vous allez vivre dans l'île verte et dans l'île bleue. Là-bas, vous payez 20 €. Ben, vous avez obligation de payer le reste dans votre pays. Exact. Et ça, c'est extraordinaire, parce que je pense que on n'a plus besoin d'ISF, on n'a plus besoin de toutes ces taxes, parce que chacun paye ce qu'il doit payer. Alors justement, vous le disiez, on est à la veille de l'acte 12, cher Tarek. On va en parler dans un instant, parce qu'on a beaucoup parlé de LBD, ces fameux lanceurs de balles, qui le Conseil d'État a statué aujourd'hui. On y revient dans un instant, parce que beaucoup demandent leur interdiction. On parlait de cette utilisation de cette arme. On est d'ailleurs un des rares pays en Europe encore à l'utiliser. Beaucoup demandent son interdiction. On va parler aussi peut-être d'un manque de formation de ces policiers qui l'utilisent, peut-être un peu trop et à outrance. Et puis on parlera aussi quand même, parce que il y a eu des déclarations contradictoires, celle d'un certain Laurent Nunez, que vous connaissez, Tarek, qui dimanche dernier affirmait qu'il n'y avait eu aucun tir de LBD samedi à la place de la Bastille, sauf qu'il y en a eu une vingtaine. Donc on y revient dans un instant. Juste après la pub, vous continuez évidemment de nous appeler, parce que vous participez aussi au débat. 01 40 33 9000 et répondez à cette question. Est-ce que les révélations de l'affaire Benalla vont-elles entacher la réputation du président Macron? À tout de suite. Le fameux LBD, de cette arme utilisée donc par la police depuis le début des Gilets jaunes, qui nous a conduit quand même à 101 enquêtes de l'IGPN. Aucune pour l'heure n'a abouti. Cher Tarek, que dit en résumé, en français facile comme on dit, ces arrêtés du Conseil d'État? Alors, en fait, le Conseil d'État fonctionne soit en urgence, on appelle ça le référé liberté. Donc vous demandez aujourd'hui, vous avez la décision 2 jours après, et vous avez le référé au fond pour que les juges aient le droit de piocher. Donc il y a eu 3 décisions, cher Christophe, et 3 demandes par 3 organisations, par des citoyens, mais aussi par la Ligue des droits de l'homme, par l'association des avocats de France, par plusieurs grandes organisations pour le défenseur des droits, Monsieur Toubon. Et je connais un petit peu ce domaine. Et vous avez les plus grands avocats du Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est une centaine de personnes. C'est un métier un peu à part parmi les avocats. N'importe qui ne peut pas devenir avocat au Conseil d'État.
Et il faut être avocat, j'allais dire classique. Après être avocat, donc auprès de ce Conseil d'État de la Cour de cassation, vous avez le cabinet Spinozzi, vous avez les plus grands. Et la bataille, en fait, c'est une bataille intellectuelle entre la sécurité et la liberté, on va l'appeler comme ça. Et pour le Conseil d'État, donc l'utilisation de cette, le Conseil d'État se réunit à 3 juges. Donc, ce qu'on appelle une configuration plénière, alors que d'habitude, au Conseil d'État, il y a un juge des référés qui décide oui ou non. Donc, c'est dire l'importance que ça a été fait. Et l'argument principal, c'est que les juges ont constaté que cet usage du LBD avait, dans la période, je fais exprès de citer la phrase exacte, avait, dans la période récente, provoqué des blessures, parfois très graves, sans qu'il soit possible d'affirmer que toutes les victimes se trouvaient dans des situations visées par le Code de la sécurité. En clair, la police doit maintenir l'ordre. Cet instrument ne peut pas aujourd'hui être remplacé par un autre. Donc je l'interdis pas, je le suspends pas à ce jour, mais c'est une décision de référé, c'est-à-dire qu'on pourra aller au fond et par exemple expliquer qu'en utilisant l'eau, le canon A ou autre, ça peut remplacer cela. Donc 3 décisions, c'est unique dans le monde de ce Conseil d'État. Ça veut dire que le sujet est trop sérieux, mais vous avez aussi pour il y a des recours possibles, Tarek? Oui, aller au fond. Donc, continuez. Mais pour faire la contradiction, parce que vous me dites que des fois, je suis sur une seule ligne et sur Christophe, c'est aussi une décision politique, parce que le Conseil d'État... Il est indépendant? Il est à la fois indépendant, mais il est fabriqué, ou ceux qui travaillent dedans ont fait le même trajet, les mêmes études et les mêmes copains qui peuvent être au gouvernement ou dans les institutions. C'est pratique. Non, mais, donc, pour terminer... pour utiliser votre mot, c'est des gens qui ont tous le même logiciel. Donc, quand on est de ce côté de logiciel, il est difficile de donner tort à l'État. On donne souvent tort à l'État, mais pas aujourd'hui. D'ailleurs, je rappelle que l'affaire Lambert, ça va faire plus de 5 ans que ça traîne entre les tribunaux. Et c'est que cette semaine où ça a été tranché, on va débrancher donc ce pauvre malade. Le tribunal administratif de Chalon en Champagne, pardon. Voilà. En tout cas, voilà. Mohamed de Livry-Gargan est avec nous au 01 40 33 9000. Bonsoir Mohamed. Oui, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Merci. Juste en fait le rappel de la question, j'ai perdu en... la question elle est toute simple. Est-ce que les révélations de l'affaire Benalla vont-elles entacher l'image ou la réputation du président de la République Emmanuel Macron selon vous? Voilà. Alors, sur donc l'affaire Benalla, moi je ne pense pas, parce qu'on est vraiment là pour le coup dans la société, la fameuse société du spectacle, avec ça c'est le premier élément. Deuxième élément, je crois qu'on est là, le terme qui était utilisé par le ministre de l'Intérieur, c'était les factieux. Je crois que là on est dans une société qui est segmentée, où il y a plusieurs factions, et donc c'est sur l'adage, on va dire tribal, que celui qui est avec moi soit coupable ou innocent, je serai quoi qu'il arrive avec lui. Donc on est sur cet élément-là, donc ça veut dire qu'on ne défend plus le principe, on va dire, de justice et de façon, on va dire, de façon objective. Mais là, on est vraiment dans un rapport complètement segmenté à l'autre dans le cadre de cette société. Donc, pour moi, l'affaire Benalla, c'est du bruit. Aujourd'hui, en fait, on n'est même plus dans dans un rapport de c'est bien, c'est pas bien. On est dans une société qui est là, pour le coup, Tarek Mami en a parlé sur la question de la justice. On est sur un processus de judiciarisation. L'objectif, en fait, c'est pas c'est bien, c'est pas bien, c'est quels sont les procédés que je veux mettre en œuvre pour essayer de faire en sorte que celui qui est coupable ou non, mais il puisse échapper à la justice. Et on est dans ce processus-là. Et en même temps, ce fameux en même temps, cette dialectique finalement qui restera au même titre que le pognon de dingue, c'est on est vraiment dans un processus où de toute façon, pour moi, Macron ou un autre, c'est-à-dire qu'on est dans un processus, comment dire, pour essayer d'être le plus rapide possible, on est dans le processus de l'alternance unique. C'est-à-dire que le logiciel, quelles que soient les personnes, on va dire, qui arrivent au pouvoir depuis un certain nombre d'années, produisent la même pensée, produisent la même doctrine, et au final, que ce soit dans le maintien de l'ordre ou quoi que ce soit, on est dans le basculement de l'État-providence, en tout cas, on essaie de le grignoter un petit peu, vers un État gendarme, avec tous les processus qui sont mis en œuvre. Et juste pour conclure,
ceux qui ont véritablement le pouvoir, c'est l'infrastructure, c'est la technostructure, sont les hauts fonctionnaires. Oui. Les ministres, c'est les VRP. Et je finirai par ce que disait Maurice Druon. Il disait, en France, il y a 2 partis de gauche et un par convention s'appelle la droite. Et Macron, c'est exactement ça. Merci Mohamed. Moi, je rajouterai 2 mots à ce que dit Mohamed. En fait, quand on n'est pas content des décisions de justice, on peut dire en conscience que les décisions de justice, c'est l'habillage de la force de la décision qui a été prise. Ça, c'est la première. Et la deuxième, effectivement, à partir du moment où vous avez une classe intellectuelle, culturelle, je dis pas bourgeoise ou financière, qui partage la même vision du monde, forcément, cette classe ne peut qu'être d'accord entre elles. On continue de feuilleter l'actualité, Tarek, avec une grosse affaire qui d'ailleurs a sensibilisé et mobilisé beaucoup de nos auditeurs pendant 2 jours durant. Cette affaire de ces Français partis en Syrie, qui serait retenu, j'emploie tout le conditionnel qu'il faut parce que on a vraiment très peu d'éléments, donc voilà, je préfère utiliser le conditionnel, serait en prison au nombre de 130 retenus par les Kurdes en Syrie, que la France, après que les Américains aient choisi de se retirer, et ça change quand même quelque peu la donne, la France aurait choisi donc de les rapatrier. Parmi ces 130 personnes, 30% seraient des hommes, 60% des femmes, 10% des enfants. Et on posait la question de manière légitime, est-ce que vous êtes pour ou pas le retour de ces, certains appellent terroristes, d'autres français partis donc sur un terrain de guerre qu'est parce qu'on peut encore parler d'un terrain de guerre, la Syrie. Et ça a beaucoup sensibilisé nos auditeurs, cher Tarek. Est-ce que là l'exécutif est en train de faire peut-être une erreur au risque de se mettre l'opinion à dos encore une fois avec cette affaire? Il y a 2 alternatives de réflexion. Pas de réponse, Christophe, parce qu'on peut pas donner de réponse. La première, est-ce qu'un État a l'obligation de rapatrier ses ressortissants, quel que soit l'endroit, ou est-ce qu'il peut laisser ses propres ressortissants entre les mains d'autres? Ça dépend ce qu'ils ont fait. Non, justement. Je ne pose pas ils ont fait ou pas. Je pose la question de principe, de droit et de philosophie. La deuxième, aujourd'hui, si la majorité et si la totalité de ces gens, cher Christophe, n'étaient pas de culture, de religion musulmane, est-ce qu'on se poserait cette question? Vous avez des gens qui sont citoyens français, qui ont été arrêtés en Indonésie, dans d'autres pays, pour gros trafic de drogue, condamnés à 20 ans, 30 ans, et vous avez le gouvernement français qui se bat pour rapatrier ces délinquants condamnés avérés, et personne ne trouve rien à redire, et tout le monde dit oui, il vient passer la peine à laquelle il a été condamné. Sauf qu'il y a l'émotionnel, cher Tarek. On a connu les attentats ici en France. Excuse-moi. Parce que vous intégrez, et les gens qui posent la question musulman. Et l'émotionnel ne fonctionne qu'avec les musulmans. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a 2 alternatives de réponse. Est-ce que vous restez sur le principe de droit? Un État doit toujours rapatrier ses ressortissants, quel que soit ce qu'ils ont fait dans leur vie. Ou l'État doit avoir la double mesure qu'on lui reproche. Quand c'est des musulmans, on les laisse là-bas, on n'en a rien à cirer. Et quand c'est blanc et qu'ils ont fait des trafics de drogue, on les rapatrie. Et moi, c'est la réponse que je donne à ceux qui s'opposent de le faire venir, et pas comme certains députés qui disent il faut envoyer des agents secrets de la France pour les tuer sur place. Il a fait des attaques ciblées, François Hollande l'a dit, dans son livre, concernant justement ces gens qui sont partis en Syrie. Mais il dit ce qu'il veut. Moi, je parle de droit. Mais à partir du moment où vous partez dans un pays, c'est-à-dire quand vous partez en Syrie, c'est pas pour aller faire un barbecue, on est d'accord. Oui. Vous partez en conséquence. Et moi j'entendais effectivement l'argument qui disait il y a peut-être des gens là-dedans qui sont partis faire de l'humanitaire. Oui. Non, mais d'accord. Mais on le fait en accord avec l'État quand on part en faire de l'humanitaire dans un pays. L'État qui avec Fabius et le président Hollande qui poussait tout au début de la guerre civile en Syrie en 2012. Vous dites que l'État est responsable? Ah ben oui, il les a poussés aussi. En disant que Nosra fait du bon boulot, le dictateur il faut pas lui parler, on arrête les relations avec Bachar le dictateur. Donc ces jeunes qui sont à la fois français et qui sont sensibilisés officiellement par la mort de leurs frères musulmans, que vous voulez qu'ils fassent? À chaque fois que un de ces jeunes doit passer au tribunal, on devrait mettre avec lui Monsieur Fabius et le faire condamner en même temps. Mais Monsieur comment on va juger ces gens, Tarek? Non mais j'y viens, ça c'est autre chose. Et Monsieur Fabius qui
d'après tous les documents qui circulent, ne peut pas, lui, comme Macron pour Benalla, dire qu'il n'était pas au courant que le cimentier qui était Lafarge entretenait des rapports et donnait de l'argent aux terroristes. Ouais. C'est quand même le problème aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les gens, Christophe, c'est que les gens ne veulent pas prendre un principe et l'appliquer à tous. Donc on prend un principe, mais pour Fatima on l'applique. Pour Zora, on l'applique pas. Pour André, on l'applique. Et pour Pierre, on l'applique pas. Mais comment on fait pour les juger? Parce que c'est là la grande question. Effectivement, maintenant, ils reviennent, ils vont perdre la prison. Oui. On les juge, mais on va les juger comment? On les juge par des juges. Mais non, c'est pas ça ma question, Tarek. Oui. Le mec, il va pas nous dire, moi, j'ai tué tant de personnes. On n'a aucun moyen de le savoir. Eh ben, Quel a été son rôle précis? Alors, le rôle précis, c'est deux choses. Le premier, c'est qu'il a été arrêté en série, les armes à la main. Or, toute personne arrêtée les armes à la main dans la définition actuelle est terroriste, donc il tombe sous l'article de la lutte contre... Des gamins, ils sont pas arrêtés les armes à la main. Non, mais pas les gamins. Ouais. On parle des hommes d'abord. Certaines femmes, j'imagine qu'il n'y a pas toutes les femmes qui avaient les armes à la main. Ça se traite très vite parce qu'il y a les psychologues, il y a les gens qui travaillent. Mais si vous voulez, vous avez 130 personnes, Christophe. Ouais. Vous êtes président de la République, vous êtes ministre, vous n'êtes pas citoyen sur Twitter. Ouais. Et dites, ces 30 personnes, qu'est-ce que j'en fais? J'envoie des agents pour les tuer, on n'en parle plus? Non, peut-être que je passe une coopération avec les pays dans lesquels ils sont, c'est-à-dire la Syrie, et de faire en sorte à ce qu'ils soient jugés en Syrie. Lorsque vous partez dans un pays étranger, Tarek, vous commettez une connerie, je sais pas, vous allez en République Dominicaine, vous vous faites choper avec 50 kilos de cocaïne, c'est pas en France que vous allez être jugé, c'est là-bas. Alors, vous êtes jugé là-bas, et votre gouvernement français attend que vous soyez condamné et négocier pour vous rapatrier. Voilà. Et c'est pas comme ça que ça se passe, là. Non, mais ça change rien, Christophe. On collabore avec la Syrie, alors. Oui, non, mais d'abord, la France n'a pas de relation avec la Syrie. Bah oui, mais déjà, ça commence par là. Ça commence par là. Et si elle avait les rapports, il faut les faire condamner. Mais est-ce que la question de droit, est-ce qu'un État peut laisser ses concitoyens à l'extérieur? Voilà. Après, ça se pose comme question. Des citoyens qui ont déchiré leur passeport, Tarek. Si, il y a aussi les citoyens. Ah bah oui, on les a vus, ça. Non, mais attendez. Mais il y a aussi des citoyens qui vont dire, nous ne sommes plus français. Si les citoyens envoient une lettre recommandée pour dire, je rends la déchéance de ma nationalité, celui-là, on la rapatriera pas. Oui. Mais il faut toujours avoir en tête la question de principe et la question de la pratique. Et il y a l'émotionnel aussi qu'il faut tenir vraiment en compte, parce que il y a ces images de ces attentats terribles. Oui, bien sûr. Quand on nous dit oui, mais non, ces messieurs ne pourront pas revenir en France, je suis désolé, je rappellerai quand même que le commando du 13 novembre, ils sont tous venus de Syrie, de Abaoud en passant par Adeslam, donc en passant par la Belgique. Ils sont venus aussi de la Belgique. Alors qu'est-ce qu'on fait avec les Belges? Ils sont passés par les Belges. Oui, qu'est-ce qu'on fait avec les Belges? Oui. Donc vous voyez que c'est extrêmement compliqué, et moi j'entends en tout cas ce côté émotionnel, et je peux vous dire, Tarek, que la majorité de nos auditeurs sont contre leur retour. Oui, alors je veux vous dire... ils n'approuvent pas ce fait qu'ils reviennent. Alors les Tunisiens qui ont le même problème... Attendez, ils sont pas idem. Les Tunisiens ont fait un autre choix. Ils ont mis le mouchoir sur leur siège et ils ne demandent pas le rapatriement des Tunisiens qui sont partis en Syrie. Par contre, chaque fois que quelqu'un rentre, ils l'arrêtent et le mettent en prison pour le passer en justice. Ouais. Donc, il n'y a pas de bonne solution. Chaque pays se débrouille. Et d'ailleurs, pour les Tunisiens, le président syrien Bachar, il a dit, je laisserai partir beaucoup, mais les Tunisiens, je les laisserai pas partir parce que je ne veux pas qu'ils fassent en Tunisie ce qu'ils ont fait en Syrie. Mais là, ça devient une prise de position politique. Ouais, c'est le plus gros contingent, rappelons-le, des pays du Maghreb. Avec des chiffres qui varient entre 5000 et 10 000, mais personne n'a jamais pointé quoi que ce soit. Et il n'y a pas eu d'enquête en Tunisie à ce jour pour... Ça fait débat, ça, Tarek, en Tunisie ou pas? Le retour de ce que certains appellent les djihadistes terroristes ou je ne sais quoi. Alors ça fait petit débat parce que tout le monde, y compris Narda aujourd'hui, est d'accord que s'ils reviennent, on les met en prison. Et il y a aussi, comme ici en France, une complicité de l'État pour les départs. Quant à leur départ. Ah oui, plus qu'ici. Plus qu'ici. Ah, plus qu'ici, parce qu'il y avait des mosquées en Tunisie où certains pseudo-imams recommandaient de faire le djihad et de partir en Syrie pour sauver les frères musulmans, pas les frères musulmans dans la nation commune, mais leurs frères musulmans. Donc il y a de l'incitation et les billets sont payés, l'argent est payé. Ils partaient en Libye, c'est juste à côté. De la Libye, ils partaient en Turquie.
et Turquie rentrent en Syrie, donc le circuit était ouvert, alors que ceux qui partent d'Europe, ce sont des batailles personnelles et de l'argent qui vient donc des réseaux dits djihadistes de Syrie qui les prend en charge. En Tunisie, c'est plus simple. Bon, en tout cas, on n'a pas fini d'en parler, je pense, de cette affaire, quoi qu'il en soit. Alors, il y a une autre question qui se pose, c'est que quand les enfants qui ont moins de 10 ans vont rentrer avec ou leurs parents, il y a beaucoup de travail psychologique pour décider de les placer comment et chez qui. Alors en tout cas pour les enfants, cher Tarek, les auditeurs ont vu très vite tranché, il n'y a pas débat. Les enfants, on les rapatrie de toute façon. On ne les laisse pas une minute de plus sur un terrain de guerre et grandir dans la violence et la haine et le rejet de l'autre. Cher Christophe, c'est jusqu'à quel âge on est enfant? Ah bah jusqu'à quel âge, je sais pas. Il y a aussi le problème de ceux qui sont partis mineurs et qui sont aujourd'hui majeurs. Bah c'est pour ça que je dis, c'est quoi, jusqu'à 10 ans? Jusqu'à 16 ans? Jusqu'à 18 ans? Tant qu'ils ne peuvent pas voter, tant qu'ils ne peuvent pas je sais pas quoi. Vous pouvez nous appeler évidemment au 01 40 33 9000 pour nous donner des pistes de réflexion sur le sujet. Jusqu'à quel âge on est gosse? 01 40 on peut dire 33. Que tant qu'on n'est pas adulte, tant qu'on n'a pas les 16 ans ou les 18 ans, on est gosse, à 14 ans, à 15 ans. Sauf qu'aujourd'hui en France, il y a une bataille pour faire baisser l'âge de la sanction pénale à 15 ans. Ouais. Bon. 01 40 33 9000. Alors comme nous sommes vendredi avec le vendredi c'est mamie, on continue de feuilleter l'actualité et j'allais dire une assez mauvaise nouvelle qui arrive, encore une autre pour peut-être le gouvernement et peut-être plus largement pour le peuple, c'est la valse, si vous me permettez cette expression, la valse des prix, des étiquettes. À partir d'aujourd'hui, dans les supermarchés français, les prix de plusieurs centaines de produits alimentaires ont en effet augmenté ou au taux de 5% aux environs. C'est une conséquence de la loi alimentation qui a été votée en France en octobre dernier, qui prévoit de mieux rémunérer les agriculteurs. Donc ce sont principalement les produits de grandes marques qui vont être touchés. Les grandes surfaces donc doivent dorénavant faire au minimum 10% de marge sur certains produits, comme l'épicerie, les produits frais, les boissons, les aliments pour animaux, avec pour effet immédiat des hausses significatives. Le camembert ou le Nutella de 8%, ou encore le Coca-Cola de 5%. J'en bois pas. Vous en foutez, vous en buvez pas, vous. Le législateur considère qu'en augmentant les prix dans la grande distribution, les agriculteurs seront mieux rémunérés, mais aucun contrôle ni sanction n'ont été prévus, Tarek. Et donc, rien ne prouve que les agriculteurs en bénéficieront. Ils craignent que les marges dégagées ne soient captées par les enseignes. L'association de consommateurs UFC Que Choisir critique la mesure qui touche les classes populaires et la considère malvenue en pleine crise des gilets jaunes qui réclament plus de pouvoir d'achat, rappelons-le. En tout cas, c'était le mot de départ. Alors, en tout cas, les agriculteurs feront savoir est-ce qu'ils ont gagné plus ou moins, mais dans 6 mois en clair. Et la deuxième chose, c'est que la question qui se pose, à partir du moment où on a décidé de mieux rétribuer les agriculteurs, pourquoi on n'a pas pensé en même temps à faire baisser la marge des grandes surfaces et non pas de faire payer le consommateur total, parce que de toute façon, le consommateur total paye déjà cher ses produits. Mais l'agriculteur ne le touchait pas, et donc si on estimait que si l'agriculteur ne touchait pas assez, c'est parce que la marge était trop importante, il aurait fallu peut-être faire descendre la marge. Je sais pas si elle est 10, la descendre à 7 ou à 8. 10 apparemment. Non, mais de manière à ce que d'un côté l'agriculteur gagne plus, de l'autre le consommateur paye pareil ou pareil, disons, parce que les 2% on les déplacerait, parce que vous avez un autre problème. Toutes ces grandes surfaces aujourd'hui, je ne vais pas les citer ni pour les attaquer ni pour leur faire de la pub, cher Christophe, ont aujourd'hui leur caisse et leur argent à l'étranger et ne payent pas beaucoup d'impôts en France. Donc on ne peut pas, si vous voulez, ne pas baisser la marge et les laisser partir avec l'argent. En tout cas, il y a, pour amortir le choc auprès des consommateurs, les grandes surfaces prévoient de baisser sur leurs propres produits et sur ceux non concernés par la loi. Et je crois que d'ailleurs il y a 2 enseignes qu'on peut donner ici. Ah bah s'ils ont baissé, on peut les citer. Intermarché et Leclerc qui vraiment décident de jouer le jeu pour le coup. Et Michel-Édouard Leclerc qui avait poussé un coup de gueule auprès du Premier ministre concernant cette loi. C'est ce qu'on nous raconte en tout cas dans quelques articles de journaux. Nous sommes avec Karim de Aulnay au 01 40 33 9000. Bonsoir Karim. Oui, bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir à vos invités. Je me permettais juste de vous appeler pour faire une précision sur les enfants syriens. Allez-y. Allez-y, je vous en prie. Enfants français partis en Syrie, plutôt. Alors, j'en parle parce que moi, j'ai pas mal de gens de ma famille qui s'occupent d'enfants entre autres de la DAS et d'autres. Et c'est déjà le cas. Ça fait déjà 2 ans que des enfants ont été rapatriés de Syrie. Oui, exact. Moi, je vous le dis, c'est que je connais des gens, ils sont très surveillés. C'est des gens, en fait, on leur remet les enfants, mais je vous le cache pas que c'est des enfants de bas âge. J'ai pas vu, je crois que le plus grand que j'ai vu d'avoir 10 ans,
Et c'est des enfants qui sont placés en famille d'accueil et ils ont aucun lien avec leur famille, faut le savoir. Oui. Ils ont aucun lien avec la famille en Syrie. Oui. Mais il y a plein de cas spécifiques. Parce qu'en fait, tout dépend du cheminement de la personne, comment elle arrive en Syrie, c'est très compliqué. C'est du cas par cas, quoi. C'est vraiment un bourbier parce que même pour les familles, ils ont des consignes ils sont sous surveillance, ils sont sur écoute, ils peuvent pas donner l'adresse des familles. C'est très très compliqué. Et moi, pour vous dire, j'en ai rencontré un petit qui avait 4 ans, il parlait pas. C'est simple. Le choc. Il parlait forcément. pas, aucun mot. Vous savez, pour vous dire, il disait qu'un mot. Vous allez rigoler, excusez-moi. Je parle pas l'arabe littéraire, mais il disait banane en arabe littéraire, c'est un mot un peu spécifique. Je sais pas comment ça se dit. Si Mose. Voilà, il disait ça. C'est tout ce qu'il savait dire. Et à chaque fois, et voilà. Et pour vous donner, c'était juste une précision pour vous dire que c'est déjà le cas. Il y a déjà des enfants qui sont déjà en France dans des familles d'accueil. Oui, on n'a pas dit qu'il n'y avait pas d'enfants qui avaient été rapatriés. Idem d'ailleurs pour des hommes et des femmes. Il y en a quelques-uns aussi qui ont été rapatriés et donc placés en prison. Mais là, c'est un sujet au sujet de ces 130 personnes qui seraient retenues par les Kurdes. Les Kurdes n'étant pas un État, donc ils ne peuvent pas être jugés par ces gens-là. Donc il aurait fallu, en fait, entre guillemets, que la France collabore avec la Syrie. Mais bon, comme on l'a rappelé tout à l'heure, il n'y a pas de relation. Donc non, c'est très compliqué. Et la question qu'on se posait entre nous ici, c'est qu'est-ce qu'un enfant? Jusqu'à quel âge c'est un enfant? C'est ça le problème. Et d'autant plus que nous, on a eu le cas, par exemple, d'un enfant qui a été rapatrié et les grands-parents veulent, par exemple, récupérer l'enfant. Et c'est super compliqué parce que au niveau administratif, au niveau des juges, c'est très compliqué. Moi, je vous dis, j'ai des gens de ma famille qui sont en ce cas-là. C'est très très compliqué. C'est vraiment une galère. Hein. Honnêtement, c'est très très compliqué. Donc, je pense que la solution va pas être simple à trouver. Et je pense que ça sera du cas par cas. Oui, exact. Et ça va être. Mais par contre, je pense qu'il faut être quand même assez tolérant, dans le sens où il faut pas avoir des idées fixes sur ce sujet-là, parce que il y a de tout et n'importe quoi. Donc, faut vraiment être précis sur vraiment les cas de chaque personne, parce que tout le monde c'est des cas vraiment différents, quoi. Donc, il y en a, par exemple, il y en a des enfants, son père est mort pendant le combat. Pendant le combat, excusez-moi des termes, mais vous avez compris, qui est mort pendant. Donc, la femme s'est retrouvée seule, et elle s'est sauvée en Turquie. Il y a plein de cas. Moi, je vous dis, je peux vous en raconter jusqu'à demain matin. Tous les cas sont vraiment différents. Et donc, c'est très compliqué. Je pense que là, il va falloir beaucoup de temps, beaucoup de patience avant de trouver vraiment une solution pérenne à long terme. Ça, malheureusement. Merci Karim, en tout cas, pour les précisions à apporter. De rien, si on peut aider notre petite, si on peut aider avec nos petits trucs, et ça peut faire avancer les choses. Mais voilà, c'est important quand même. Je pense que vous l'avez dit hier, Christophe. Je pense qu'il y a quand même un éveil dans notre communauté. On commence quand même à mieux comprendre les choses. Ah oui, ça je vous le confirme vraiment. Moi qui fais ce genre d'émission depuis une vingtaine d'années, voire même un peu plus, ça me rajeunit pas. Je peux vous dire que quand même les pistes de réflexion ou les témoignages apportés à l'antenne n'ont rien à voir à ce qu'on pouvait entendre il y a encore une dizaine d'années. Donc tant mieux, ça mûrit. Tant mieux. Moi aussi, j'écoute vos émissions depuis assez de temps et je trouve que la qualité a un peu augmenté. Les gens commencent à prendre conscience et je trouve que c'est souvent notre génération. Moi, j'ai 41 ans. On a le même. Je pense notre génération a beaucoup à faire pour les générations à venir et c'est à nous aussi d'essayer de leur montrer le bon chemin, les bonnes actions à faire. Et je pense qu'on est beaucoup de jeunes dans ce cas-là qui ont réussi en France et qu'on peut faire des très bons exemples. Le problème, c'est juste essayer de comme je le disais souvent, le savoir, ça passe par le savoir. Malheureusement, le savoir est une arme. En tout cas, merci pour votre temps de parole. Je vous souhaite une bonne fin d'émission et un très bon week-end. Merci Karim, donne le nez, à bientôt. Merci beaucoup. Ça peut être une bonne nouvelle, en tout cas pour ceux qui sont du côté de l'ancien président ivoirien, Monsieur Gbagbo. Ah, il a été libéré? Et il est libéré, sous forme conditionnelle. Peut-être qu'il sortira de prison. Ça, c'est déjà ça. Et peut-être qu'on va lui dire... Et Richard... les deux. Donc les deux seraient libérés, là. Ils seraient libérés, mais peut-être interdits de voyage pour repartir au Cameroun, officiellement dans l'attente des prochains appels. Mais bon, ils se présenteraient libres. Donc la CPI ordonne la libération conditionnelle de l'ancien président Laurent Gbagbo. On avait fait un papier il y a une quinzaine de jours en disant qu'il s'agit d'une justice de plan, une justice de fort, une justice encore inadéquate. À partir du moment où le juge avait prononcé la non-culpabilité et la demande de libération, il a passé 15 jours de prison en plus, sans prendre parti,
sur est-ce qu'il a commis ou pas commis les actes au Cameroun. En tout cas, le Grand Forum, ça peut être synonyme de libération, puisqu'hier on vous apprenait en direct la libération des 2 journalistes français quotidiens au Venezuela. Aujourd'hui, donc, ce n'est pas des journalistes, mais un ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, qui donc vient d'être libéré. À tout de suite, on va parler d'un autre homme qui a disparu et que les médias n'ont pas évoqué. À tout de suite. LGF, le Grand Forum, on est de retour et avec vous en direct, bien sûr. Enfin, on n'a jamais quitté le direct, mais on a laissé place à la pub pour remplir un peu les caisses de la radio. Et la pub, c'était direct aussi. Hein. Ah bah oui, forcément, c'est pour ça que je dis ça. Tarek Mami qui est avec nous en ce vendredi, vous, chers amis auditrices, auditeurs, au 01 40 33 9000 pour nous faire part aussi de votre avis sur les différents sujets que l'on évoque depuis le début. Et à cette question à laquelle vous répondez, est-ce que les révélations de l'affaire Benalla vont-elles entacher l'image ou la réputation du président de la République Emmanuel Macron? Vous votez sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le Grand Forum FM2. Cher Tarek, vous vouliez évoquer la disparition d'un homme? Oui. Alors, il s'agit de Paul Balta, qui est un grand journaliste, qui a marqué donc, en tout cas, l'analyse de ce qui se passe dans le monde arabe. Et si aujourd'hui nous avons une espèce de gens qui sont incultes en termes de culture, d'histoire, qui mélange arabes, musulmans, islamistes, salafistes. Paul Balta, lui, qui était ami de président Boumedienne, est décédé aujourd'hui, dimanche, à l'âge de 90 ans. Et je souhaite donc donner au moins l'information pour les gens qui aiment les gens qui ont travaillé pour tous. Les obsèques auront lieu donc le mardi prochain, cher Christophe, le 5 février, à 14h30, à l'église Saint-Jean-Baptiste à Belleville. L'adresse exacte, c'est 139 rue de Belleville, dans le 19e, métro Jourdain. Moi, j'irai jeter, j'allais dire, un œil et un remerciement. Et il sera par la suite inhumé donc dans le cimetière d'Evry. France Maghreb 2, à travers cette émission, le Grand Forum, cher Christophe, lui rend un hommage. Alors, il est français, il est né en Égypte, il est amoureux de l'Algérie. Il est né en 1929 à Alexandrie, un petit peu comme notre ami Claude François, le chanteur tout à l'heure. Et il aurait fêté ses 90 ans le 24 mars prochain. Il fera pas donc ses 90 ans. Et le président algérien Houari Boumedienne le taquinait beaucoup et il lui disait vous avez du sang arabe. Et cette expression, vous avez du sang arabe, dans la bouche du président Boumedienne, signifie à la fois un signe, un signe d'amitié, de fierté, de respect et d'estime pour le travail de l'homme. Paul Balta donc a eu une carrière entre le journalisme, la presse et le renseignement. Côté journalisme, il a été journaliste donc à l'agence associée la fameuse AP, puis à Paris Presse. Après, il a rejoint le journal Le Monde en 70. Il a beaucoup écrit dans des revues journaux sur le Moyen-Orient. En anglais, le journal s'appelle Middle East Journal. En Espagne, c'est El País. Au Maroc, il a écrit beaucoup dans un journal qui s'appelle Libéral. Et il a couvert sur le terrain les guerres du Moyen-Orient, la première guerre du Golfe en 1980, beaucoup bien sûr le conflit israélo-palestinien et des guerres au Kurdistan. Et pour l'enseignement, cher Christophe, il a été donc entre autres directeur du centre d'études de l'Orient. Vous voyez qu'il est toujours avec l'Orient à la Sorbonne, et il a été à l'Observatoire méditerranéen et il a publié quelques livres seul ou avec d'autres. Je donne 3 titres juste pour mémoriser. L'Algérie des Algériens, 20 ans après. C'est un livre qui a été publié en 81. La stratégie de Boumedienne, il a été publié en 78. Le Grand Maghreb, qui nous tient à cœur à nous ici à France Maghreb 2, des indépendances aux années 2000, et celui-là il a été publié en 1990. Je rappelle juste que pour ceux qui aiment les hommes justes, si vous êtes libre et si vous n'avez pas cette question entrer dans les églises ou pas, les obsèques auront lieu le mardi prochain, 14h30, l'église de Belleville, l'adresse 139 rue de Belleville, Paris 19e, métro Jourdain. J'y serai
je saluerai les auditeurs de France Maghreb 2 qui y seront. Alors, puisqu'on parle de disparition, on a appris cette semaine la disparition d'un ancien ministre et qui était président du Conseil constitutionnel algérien, monsieur Mourad Medelsi, qui nous a quittés à l'âge de 76 ans. On a appris sa disparition. Quelques jours avant le dépôt des candidatures, cher Christophe. Oui, quelques jours avant le dépôt de candidature pour l'élection algérienne qui se tiendra bien au mois d'avril. Le 16 et le 18. Quant à savoir si l'actuel chef d'État se représente ou non, le suspense reste entier pour l'heure. On peut faire un pari, hein? Moi, je pense qu'il ira pas. Et moi, je pense qu'il y va. Bon, bah ouais, vous avez entendu. Bon, écoutez, on verra de toute façon. Et les paris n'engagent que ceux qui les écoutent. Bah évidemment, que ceux qui les tiennent aussi. On va parler parce que là aussi c'est une autre problématique. On a évidemment suivi la Syrie de très près depuis son début d'ailleurs, depuis 2011. À quoi peut aspirer un pauvre Tarek qui ne décide de rien? C'est au Venezuela que ça se passe. Dans l'attente et parfois la lassitude des populations dans les luttes d'influence qui font rage au sommet de l'État, le président autoproclamé par intérim, Wayne Raido, donne des entretiens aux journalistes. Il appelle à une grande manifestation demain dans le pays pour réclamer des élections libres, des élections auxquelles il n'a pas participé, cher Tarek. Les anciennes. Qui ont vu la victoire de Maduro. Alors, on n'est pas là pour dire si Maduro c'est bien ou pas bien. On est là pour dénoncer encore une fois une ingérence de l'étranger, pour le coup dans ce pays, avec ce monsieur qui s'autoproclame président d'un pays qui s'appelle le Venezuela et qui en plus et de surcroît est soutenu par Donald Trump en premier et par les chancelleries européennes. Ça pose question quand même, Tarek. Bon, c'est une grande farce là. La grande farce, oui, Christophe, on va être complètement à 1000% d'accord. Qui décide qui doit être président dans tel pays? C'est le peuple qui doit décider, non? C'est ce peuple-là et pas quelqu'un de l'extérieur. Aujourd'hui, ça me rappelle deux choses que vraiment qui me frappent à chaque fois. Ça me rappelle les élections à Gaza où le Hamas va gagner. 2006. Donc, je suis pas pour le Hamas, je suis pas contre le Hamas comme vous l'avez dit pour Maduro, Christophe, mais sur le principe, on exige qu'il y ait des élections dans chaque pays. Ouais. Et il se trouve que quand c'est le Hamas qui gagne, les politiques et les États forts du monde ne reconnaissent pas cette élection. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on fait une élection dans un pays à condition que le gagnant soit de mon côté ou c'est celui que moi j'ai soutenu? Bon, en tout cas, ça y ressemble. Hein. Bon, donc ça c'est un. Deux, au nom de quoi l'Arabie Saoudite aujourd'hui et depuis 3 ans fait la guerre au Yémen? C'est qu'il y a un coup d'État, pas coup d'État, il y a un problème à l'intérieur du Yémen. Et en quoi ce qui se passe à l'intérieur du Yémen avec le peuple yéménite, chiite, sunnite, blanc, grand, petit, homme, femme, que l'Arabie Saoudite dit non, c'est pas bon, je vais aller remettre de l'ordre. Et aujourd'hui, vous avez exactement la même chose au Venezuela. Ouais. Je peux même dire qu'on a eu la même chose au Vietnam, parce que va faire les États-Unis au Vietnam? On pourrait même faire, pour revenir à l'histoire, que va faire la France en Algérie en 1830, que va faire l'Angleterre en Inde en 1830, à peu près la même période. Ça veut dire que celui qui a le plus d'armes, plus d'argent, et de pétrole, Tarek. Non mais ça c'est la deuxième, cher Christophe. Donc c'est lui qui décide qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Ouais. Et donc ces gens-là, Monsieur Trump aurait dit là je suis pas content parce que les Israéliens occupent le territoire palestinien, que les Palestiniens ont élu le Hamas, et donc à ce titre je dois sanctionner les Israéliens qui sont dans un territoire qui leur appartient pas. Ah ben nenni, que nenni. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ce qu'on dit ici, à France Maghreb 2, toujours, donc la double mesure. En fait, mieux vaut être, si c'est possible, du côté du fort. Mais quand on est du côté du fort, on perd sa souveraineté, sa liberté et son choix. Et moi, ce que je souhaite rappeler pour le Venezuela, cher Christophe, c'est que il y a eu des élections présidentielles au mois de mai. Oui. Monsieur Maduro a gagné avec 67%. C'est lui qui aujourd'hui se prétend président, ne s'est même pas présenté aux élections. Et aujourd'hui, de son bureau, il dit je suis le président légitime parce que l'élection aurait été traficotée. Et vous avez notre président, malheureusement pour nous tous, Monsieur Macron et les pays européens, qui lui donne un ultimatum, refait les élections. Et titre et je vous fiche mon billet, comme disait Ibrahim Hasmaïn, si on fait l'élection et que Maduro gagne, on dira que l'élection n'est pas claire. Ouais. Bon. À chaque fois, quoi. C'est un jeu incroyable. Au Venezuela. Je rajoute juste
que pour tous ces gens-là, nous avons un président palestinien qui n'est plus président depuis 2010. Oui. Et personne n'a... Et imaginez que demain, un Palestinien se lève et dit « je suis président légitime oui. », on va lui dire « non, toi t'es pas légitime. Oui. Parce que tu penses pas, tu travailles pas pour nous et tu penses pas comme nous. » Et donc, le Venezuela, c'est un dossier qu'on va prendre en charge, entre guillemets, comme on a pris en charge dès le début la Syrie, pour comprendre le pourquoi du comment. Et à votre question, il y a 2 réponses. C'est le premier pays qui a la plus grande, c'est le pays qui a la plus grande réserve de pétrole. Ça, je le savais pas, vous voyez. On a toujours cru à tort que c'était l'Arabie. Oui, l'Arabie vient derrière. Ouais. En clair, si vous avez un chiffre 380 pour le Venezuela, ça serait plutôt un 310 ou 320 pour l'Arabie Saoudite. Donc, mais c'est pas par hasard d'ailleurs que ça se passe au Venezuela quand même. Oui. Parce que ce type de scénario pourrait se produire dans plein de pays, cher Tarek. Là où il y a le pétrole. Ouais. Là où il y a le pétrole, ça se passe. Et derrière, donc, si vous voulez, on peut dire que ce type est un dictateur. On peut dire que ce type ne respecte rien, mais que son peuple se révolte, que son peuple fait ce qu'il a à faire. Et à la limite, je veux dire, ils sont en train de refaire la même erreur que la Syrie. Au début de la guerre en Syrie, tout l'Occident a dit Bachar ne représente rien. Et on va créer ce qu'on appelait, avec BHL et d'autres, l'opposition offshore, qu'on va reconnaître. BHL. Ah, BHL, oui, d'accord. Bon, oui. Donc, non, parce que BHL, c'est pas la même, hein. C'est pas le même, et heureusement pour nous. Oui. Et donc, vous reconnaissez une pseudo-opposition qui représente rien par rapport au peuple, oui. qui n'a aucune légitimité, et en plus, le mec, il dit, je suis le président. Alors, tenez bien, chers auditrices, chers auditeurs, la définition. C'est un président légitime par intérim. Bon. J'allais dire, il y a un problème d'ailleurs, président par intérim, c'est combien de temps? La Constitution ne prévoit pas, et... Vous avez connu ça en Tunisie, hein, président par intérim? Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré... ça a duré en gros moins d'1 an, ouais. Mais le président par intérim avait annoncé dès le départ qu'il y aura la date des élections, et puis après, donc, il y a la reconnaissance des partis. Il y a eu un premier ministre par intérim, Béji, Khaïd Sebsi, qui a fait en gros février à octobre, et après il y a eu... Tarek, est-ce qu'on peut peut-être ne pas exclure que ce qui se passe au Venezuela, c'est un scénario à la Syrie bis? Alors ça me semble difficile. Ça me semble difficile parce que les oppositions de Venezuela connaissent leur peuple et ils savent que si la guerre venait à s'ouvrir entre citoyens des mêmes pays, ça risque de durer longtemps comme en Syrie, et même le pseudo-président autoproclamé dit qu'il ne veut pas guerre civile, et l'armée, alors ça a notre côté rigolo entre guillemets, Christophe. Ouais. Au Venezuela, le pouvoir économique est entre les mains de l'armée. Ouais. Comme l'armée n'a encore pas basculé. Non, elle basculera pas. Parce que elle est comme en Égypte avec Sisi, elle a tous les pouvoirs, et l'autre, donc l'autoproclamé, dit si vous me reconnaissez, je ferai une amnistie, personne ne risque rien, et on continuera. Bon, vous savez, les êtres humains, entre mieux vaut tenir que courir. Ils ont aujourd'hui tout le pouvoir. Pourquoi voulez-vous qu'ils jouent pour redonner le pouvoir à quelqu'un d'autre pour qu'il leur dise ok, je vous le laisse? En tout cas, on va suivre ça de très près, de ce qui se passe. Et on va surtout expliquer aux auditeurs, parce que cette mono-actualité, moi, qui me prend la tête de Benalla, Gilets jaunes, Benalla, Gilets jaunes, fait qu'on n'a plus de regard sur ce qui se passe dans notre pays, en France, au Maghreb, y compris l'élection. En d'autres termes, on aurait déjà commencé à chauffer pour l'élection en Algérie. Et on aurait une mono-actualité, l'Algérie. Aujourd'hui, ces deux sujets nous tuent. Le reste, c'est la déclaration. Oui, mais l'Algérie est soumise à l'attente du suspense incroyable. Mais on aurait passé des jours à dire avec les auditeurs, et on peut d'ailleurs poser la question, êtes-vous pour, êtes-vous contre? Il y va pas. Et le premier Algérien qui appelle, il a gagné le match. Bon, et ben vous pouvez nous appeler 01 40 33 9000 bien sûr êtes-vous pour participer au match. Voilà, êtes-vous pour une candidature du président Bouteflika le 5e mandat, ou êtes-vous contre? Bon, parti. Alors Tarek, vous en parliez tout à l'heure, justement Sisi. Macron, il a été le week-end dernier, oui. Première visite officielle en Égypte, dans un pays qui compte pratiquement 100 millions d'habitants. C'est un énorme pays, l'Égypte. Alors il y a deux choses. Quand vous arrivez au Caire, à côté d'un grand immeuble, je sais pas si Christophe, si c'est le ministère de la Santé, un truc comme ça, vous avez un compteur qui note à la seconde le nombre de naissances. Et c'est, je dirais pas que c'est fabuleux, je dirais que ça fait peur. Vous allez faire une course, Christophe.
Vous notez le nombre de citoyens, vous revenez, vous trouvez que le compteur vous a déjà rajouté 200, 300, 1000 naissances, c'est de la folie. Bon. En tout cas, voyage donc d'Emmanuel Macron parti faire quelques affaires là-bas. Alors, ce qui était intéressant quand même, le moment intéressant de ce voyage, c'est lorsque le journaliste égyptien donc s'adresse au président Macron, qui est venu, dit-il en tout cas, donner quelques leçons de droits de l'homme à son homologue El-Sisi. Le journaliste lui pose la question: mais monsieur Macron, est-ce que vous respectez, vous, les droits de l'homme avec les gilets jaunes et les nombreux blessés? Visage très pâle du président. D'ailleurs, on n'a pas revu le journaliste égyptien, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Alors, en Égypte, vu qu'on est en pleine dictature, et moi je l'assume aujourd'hui, parce que moi, si vous voulez, au départ, quand Sisi a fait son coup d'État, ça pouvait sembler comme salvateur pour le pays. Sauf qu'en faisant le coup d'État, il est devenu encore plus dictateur que tout le dictateur que l'Égypte moderne a connu. Plus que Nasser, plus que le président islamiste. Où ce journaliste égyptien a été téléguidé pour montrer possible. Ah bah oui, possible. Bah oui. Ou et comme il peut pas poser la question à son propre président pour lui dire il n'y a pas de droit de l'homme, il dit je vais attaquer l'autre et le président va comprendre que c'est lui qui je vise. Très bien. Et vous avez bien fait de dire on l'a pas vu depuis. Ah bah on l'a pas vu depuis, oui. Morad est avec nous, nous appelle d'Antony. Bonsoir Morad. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous. Bonsoir. Moi, je voulais juste poser une question. Je vous ai entendu parler effectivement des fameux djihadistes qui sont partis combattre en Syrie, avec tout le débat qu'on a entendu. J'aimerais juste savoir comment on peut appeler des Français, non pas qui ont été combattre en Syrie, mais qui ont été combattre en Israël. Donc je parle des vous parlez des Israéliens qui ont de la double nationalité, qui vont faire leur service militaire pendant 3 ans. Service militaire et qui vont combattre nos frères palestiniens. Et d'autant plus que pour certains ont commis des meurtres, j'ai envie de vous dire. Oui. Voilà, donc comment on les appelle ces gens-là? Alors moi, si vous voulez, je peux vous dire d'abord que France Maghreb 2, on fait pas de confusion, et chaque cas, on le traite dans les canons du droit qu'il a. Oui. Attendez. Donc ceux qui sont partis de France pour combattre et se battre, entre guillemets, en Syrie, aujourd'hui, ils ne peuvent pour moi qu'avoir le titre de terroriste, parce que si vous voulez, ils ont été se mêler d'un problème, j'allais dire, qui les concerne pas en dehors de nos frères musulmans, de nos frères dans l'islam, entre guillemets. Par contre, ce qu'il faut comparer, c'est cette situation de double nationalité pour nous tous les Maghrébins, pour les Israéliens, avec cette différence que nous les Maghrébins, d'abord, on fait pas de service militaire, ni là-bas ni ici. Deux, on ne va pas là-bas pour faire quelque chose, pour poser la grande question. Je vous arrête, au Maroc, a priori, on parle de remettre le service militaire. Hein. Oui, non, mais je parle d'aujourd'hui. Oui, d'aujourd'hui, mais bon. Et donc, il n'y a pas cette situation. La question que la France doit se poser, et c'est une question à la fois politique et juridique. Ce sont des citoyens français, parce qu'ils ont une double nationalité, les Israéliennes. On est d'accord. Font le choix d'aller faire leur service là-bas, alors qu'il n'y a plus de service ici. Et qu'en faisant le service là-bas, ils participent à la répression des Palestiniens dans des territoires reconnus par les Nations Unies comme des territoires occupés, et qu'ils tuent donc des Palestiniens, et qu'ils reviennent tranquillement dans ce pays. Je vous arrête, a été filmé, a tué un Palestinien à terre et allongé avec une balle dans la tête. Tout à fait. Vous connaissez l'histoire. Monsieur, il s'appelle Israr. Voilà. Bien sûr que je connais l'histoire. Et que la France ne se pose pas cette question. Alors, cette question est débattue entre quelques députés, mais pas officiellement. Alors, l'extrême droite, Madame Le Pen et les autres sont contre la double nationalité. Et c'est clair. Et il dit, il est tunisien, ou il est algérien, ou il est marocain, ou il est israélien, ou il est français. Et donc, s'il est israélien et français, s'il part là-bas, il revient plus parce qu'il n'a droit qu'à une seule nationalité. D'accord, mais alors, est-ce qu'ils ont le droit, justement, eux, de faire ce qu'ils font attendez. Je ne généralise pas, évidemment. Attendez, cher monsieur. À partir du moment où le droit français, la loi française leur permet cette double nationalité, à partir du moment où ils ont fait le choix d'aller faire un service militaire là-bas, c'est pas le choix, c'est une obligation. Non mais quand on a la nationalité israélienne. Non, mais quand ils c'est un choix. Non, excusez-moi. Attendez, cher Christophe. C'est une obligation pour ceux qui vivent là-bas. Oui, mais même pour ceux qui vivent ici. Non.
Non, écoutez, moi j'en connais qui sont partis faire service militaire parce que ça leur était obligé. Hein. Non, ils sont obligés dans leur tête. Ouais. Ils sont pas obligés par la loi. Peut-être, j'en sais rien. Oui, ils sont pas obligés. Mettre une balle à quelqu'un qui est allongé par terre. Non, mais plus loin, ils ne sont pas obligés d'y aller s'ils décident que eux, en tant que citoyens français, en France, il n'y a pas de service militaire. Là-bas, excusez-moi, non mais je vois où est-ce que vous voulez, j'y arrive. Vous inquiétez pas, j'y arrive. Là, en France, il n'y a pas de service militaire. En Israël, il n'y a pas de service militaire. En Algérie, il y a service militaire. En France, il n'y a pas de service militaire. Ben, les ministres français et algériens avaient passé plein d'accords pour que ceux qui vivent ici ne passent pas le service militaire ni ici ni là-bas. Pourquoi on ne ferait pas ce même modèle pour Israël? Situation aggravante, comme dit l'auditeur, c'est que cette personne qui est citoyen français, qui coexiste avec les musulmans, les arabes, les noirs, les grands, les petits en France, fait le choix d'aller là-bas en sachant qu'il va être amené à tuer des gens. Et donc c'est une question politique, ce n'est pas une question de droit. Mais Tarek, juste répondre à ma question sur qui est très importante, qui donne quand même un élément important. Oui. Quand on a la nationalité israélienne, est-ce qu'on a l'obligation de faire le service militaire? Moi je pense que oui. Non. À vérifier, hein. Non mais moi je vais vérifier, je veux dire, on va faire du droit. Oui, bien sûr. Vous habitez aux États-Unis. Oui. Vous avez une nationalité par votre père. Sinon vous pouvez pas rentrer, quoi. Ça se passe comme ça se passe en Algérie il y a pas longtemps. Bah oui, alors c'est très bien. Si vous pouvez pas rentrer, ça veut dire que si vous prenez pas l'obligation d'aller tuer des Palestiniens. Voilà. Vous y allez pas. Voilà, mais bien sûr. Moi, je vous donne des éléments que, voilà. Et vous avez quelqu'un au Conseil d'État aujourd'hui, l'ancien avocat Klarsfeld. Ouais, Arnaud Klarsfeld. Ouais. Je veux dire, comment peut-on accepter qu'un homme comme celui-là, qui est connu, qu'au Conseil d'État, à l'époque, quand il est jeune, il va là-bas et il monte sur un tank, et pour se diriger vers la Palestine et pour expliquer clairement qu'il est prêt à tout faire. Ouais. Bon, donc c'est un problème de morale. Moi, la morale ne fait rien en politique, et c'est un problème politique. Je peux me permettre juste une dernière remarque, monsieur. Allez-y. Si je peux me permettre une dernière chose, et je ne vous retiens pas plus. Non, allez-y. Je vous ai entendu parler des djihadistes, et je suis d'accord avec ce que vous dites, sauf sur un point. Moi, j'ai l'habitude de ne jamais généraliser sur qui que ce soit. Oui. Et généraliser sur des cas qui sont totalement différents de l'un à l'autre, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Je ne dis pas que vous avez tort, vous avez certainement raison pour beaucoup de cas. Pour commencer, on n'a pas généralisé. Quand un arabe vole, tous les arabes sont des voleurs, alors que ce n'est pas vrai. Les djihadistes, effectivement, on les condamne généralement, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais le fait de tout généraliser, de mettre tout le monde dans le même sac, alors que chaque cas est bien particulier, là je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors il se trouve que nous sommes trois à ne pas avoir généralisé. Christophe n'a pas généralisé parce qu'il a dit on ne sait pas pourquoi les gens ont été et dans quelle situation ils se retrouvaient et on ne sait pas s'ils ont pris les armes ou s'ils ont tenu la cuisine. On est d'accord. J'ai fait la même chose et surtout notre interlocuteur, notre auditeur de Aulnay, qui a dans ses proches familles des enfants qui ont été rapatriés et qui a expliqué ce point. Donc ici à France Maghreb 2, en tout cas aujourd'hui, on ne dit pas que tout. Alors d'abord, je ne dis pas moi djihadiste pour tout le monde. J'ai dit tous les Français qui ont été ou qui se sont retrouvés en Syrie. Il faut juger cas par cas. On est complètement d'accord. Oui, mais là se pose la question de la difficulté de juger justement des gens dont on ne sait pas réellement quel a été leur rôle. Vous voyez ce que je veux dire, Mourad? C'est le rôle, j'allais dire, de la police. La complexité là. C'est le rôle de la police de faire son boulot. Oui, merci en tout cas. Merci pour m'avoir laissé témoigner. À bientôt. À bientôt. Dans un instant, tiens, on va terminer cette émission avec un peu de rire. On n'a pas eu notre réponse sur l'Algérie, sur les candidatures? Non, mais ne cherchez pas les Algériens. Justement, je les adore. On est à peu près à 10 minutes de 18h. On va pas commencer à les chercher dans un instant. Zapping. Et il y a du Jeannette Bougrab dans le zapping. Elle est revenue. Vous savez pourquoi? Oui. Parce qu'elle a un livre à vendre. Oui, mais elle est revenue. Elle était du côté du Nord, dans un pays où elle a été envoyée par Sarkozy. Oui. Je suppose que le mandat est... oui, Jeannette Bougrab. Oui, un pays, voilà. Elle a un livre à vendre. Et comment on fait quand on a un livre à vendre en France? Islam, foulard et compagnie. Ça marche. Ah oui, mais moi, j'aurais été sur le plateau parce que j'ai vu. Je commence par lui dire, chère madame, est-ce que vous pouvez définir qu'est-ce que c'est que le féminisme? Eh ben, on en parle dans un instant. Si le féminisme, c'est se mettre obligatoirement en bikini, toutes ces femmes sont pas féministes. Bon. Et si être féministe, c'est défendre la situation et les choix de la femme, avec leur foulard et avec leur burqa, elles sont féministes. À tout de suite pour la fin de cette émission avec le zapping à suivre sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2 et Tarek aime bien chercher les Algériens et quand vous les cherchez, ils sont là. Eh ben, ils sont chez eux. Jamel, bonsoir.
Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Jamel. Alors, la question du jour, êtes-vous pour un nouveau mandat pour le président Bouteflika ou pas? C'est oui, non, pas de commentaire. Le commentaire, ça viendra la semaine prochaine. Ouais, qu'est-ce que je vais vous dire, monsieur, à mon cher monsieur. Franchement, je vais être sincère avec vous. C'est les Algériens de là-bas ou de là-bas de dire de parler de Bouteflika. C'est pas à nous d'ici, à 1000 km de parler de Bouteflika. Ah ben ça, ça je la retiens. Ça là, je la retiens. Excellent. C'est ceux qui vivent avec lui qui doivent décider. Oui, normalement, c'est comme ça. Super, très bien. Normalement, on est devenu comme Bernard Olivier. Nous, c'est ce bordel qui les ont. Non mais sauf que Jamel quand même. Sauf que la plupart des gens quand même qui sont ici, qui sont algériens, se sont concernés de ce qui se passe là-bas et votent. Je me le rappelle quand même. Moi, je retiendrai ça. Là, je ferai un spot que les Algériens de l'Algérie s'occupent de l'Algérie et nous qui vivons ici, on vient, on soutient. Est-ce qu'ils ont décidé eux? Merci Jamel en tout cas pour votre avis. Voilà, celle-ci, je m'y attendais pas, j'avoue. Mais c'est parti pour le zapping. Si on prend 100 millions d'Africains d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots Bamboula, d'accord, ça veut maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu Angela Barr. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Pas de votre calmement, mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Mon cher Tarek, ami auditrice auditeur, le zapping qui commence pour aujourd'hui. Les confidences sur C'est à vous sur France 5 d'une journaliste de propos d'Édouard Philippe, pardon, à l'encontre de Laurent Wauquiez. Apparemment, il l'aime pas trop. Écoutez. Curieux de savoir si Laurent Wauquiez, puisqu'il a apprécié le livre de Zemmour, approuve la défense de Philippe Pétain. Et pour l'instant, on n'a pas la réponse. Parler histoire avec Éric Zemmour, c'est comme parler du 11 septembre avec Thierry Messant ou la laïcité avec le pape, quoi. Je veux dire, il est sorti major de l'agrégation d'histoire. Nathalie Schmitt, Édouard Philippe m'avait dit une phrase avant qu'il devienne Premier ministre, m'avait dit que Laurent Wauquiez finira au fin fond des enfers. Est-ce que ce sera prophétique? Waouh, dites donc, c'est à vous, voilà, avec les révélations de cette journaliste, donc, qui apparemment, Édouard Philippe n'aime pas trop Laurent Wauquiez. Quand on a un livre en France, je le disais tout à l'heure, cher Tarek, ami auditrice, auditeur, à vendre, rien de mieux qu'utiliser la bonne vieille recette de l'islam, le voile. C'est ce qu'a fait. Vous permettez, Christophe? Bah, on écoute peut-être, non? Non, avant. Ouais. Si vous voulez être connu et vendre beaucoup votre prochain livre, voici ce qu'il faut dire. Non, mais il faut inverser. Il faut commencer par écrire contre l'islam, contre les musulmans. Là, vous passez sur le plateau, vous êtes sûr de vendre. Jeannette Bograb en est un illustre parfait exemple. Je trouve que c'est totalement paradoxal, quand on porte le voile et tout ce que ça véhicule, de se dire qu'on peut être féministe, c'est-à-dire de l'avoir la liberté de disposer de son corps. Moi, j'ai du mal à croire qu'on peut être féministe et porter le voile. Ça arrive tous les jours. Et ça arrive tous les jours, non, madame. ça suffit. Là. Celui qui avait introduit ce concept-là, il y a très très longtemps, c'était l'ayatollah Khomeini, et notamment il avait poussé la création, notamment en raison de la guerre entre l'Iran et l'Irak. Il savait pertinemment qu'il avait besoin de se fonder et de s'appuyer. Mais s'il vous plaît, je sais bien que vous êtes doctorante et que vous pensez que... Non, attendez. C'est bon, je peux répondre? Vous avez photo d'Emmanuel Lévinas pour qui le visage était très important. Soit vous me laissez répondre, soit vous allez. C'est pas possible. Moi, je veux bien entendre tout, mais m'expliquer que c'est juste un phénomène de mode, j'ai du mal à le croire, notamment quand elles sont en prison. On n'a pas dit que c'était un phénomène. La seule chose, c'est que pour moi, c'est deux concepts qui sont totalement antinomiques. Voilà. Comment dire qu'on est pour l'avortement, la mixité, pouvoir se marier avec qui on est, pouvoir quitter sa religion, pouvoir prendre la pilule, avoir des rapports sexuels avant le mariage, éventuellement, tout ça, ça me paraît totalement inconcevable avec les préceptes, la rigueur d'une lecture rigoriste de l'islam. Alors deux choses, Christophe, très vite. Non mais très vite. La première, donc, elle confond en fait le mot islamophobie qui a été donné par BHL, par comment elle s'appelle, la journaliste qui a écrit notre ami Tariq Ramadan et Valls. Caroline Forest. Voilà. Caroline Forest. Eux, ils ont dit que le mot islamophobie a été créé par Khomeini, ce qui n'est pas vrai. Ouais. Mais l'autre, elle a retenu la phrase créée par Khomeini, et quand elle discute, elle place le féminisme. Troisième chose, c'est sa définition à elle du féminisme. Le féminisme chez Simone de Beauvoir, c'est deux mots. C'est chaque femme est libre de ce qu'elle veut faire pour elle-même. Et pas chaque femme doit avoir des relations sexuelles avant le mariage, chaque femme doit avorter, chaque femme doit porter un bikini. Donc quand on confond le concept
avec son acceptation sociale, c'est qu'on n'a rien compris. Madame Jeannette Bourra peut repartir. D'où elle vient? Au Finlande. Bon, un dernier petit truc pour le zapping, c'est les débats à l'Assemblée très agités à propos de la loi anti-casseurs. Tarek, oui. Charles de Courson, un député évidemment très ému, a pris la parole avec des mots très forts, très poignants. Écoutez. On se croit revenu sous le régime de Vichy. Mais oui, mes chers collègues. Oui, je dis bien le régime de Vichy. Mais oui, vous êtes présumé, par votre attitude, vous êtes présumé être résistant, donc on vous entôle. Voilà, Charles de Courson. Moi j'adore, parce que comme Jeannette, les gens prennent un principe et le balancent partout. En France, on est à la 4e loi anti-casseurs. Il y a une loi qui a été faite en 75, ça s'appelait la loi PRFIT. Il y a une autre loi qui s'appelait d'ailleurs la loi anti-casseurs. Il y a la loi qui est faite il y a 7 ans pour les supporters de foot. Donc, c'est dans l'ADN français que quand le pouvoir politique perd pied dans la lutte sociale, il fait une loi antisociale. Ça n'a rien à voir avec Vichy. Merci, cher Tarek. Merci à toutes et tous. Rendez-vous lundi avec notre invité du LGF qui sera le député de la 10e circonscription du Val d'Oise, monsieur Aurélien Taché, député En Marche, invité donc du Grand Forum pour l'entretien du LGF ce lundi à 17h. Bon week-end à tous. Restez bien connectés à France Maghreb 2 dans un instant. Medjahed pour la suite des programmes. Un peu de divertissement, ça ne fait pas de mal, avec Youssef Hasmaïn ce soir à 22h et Samir Abstam à 20h. Et ça sera sa première caravansérail. Ah bon? Ah d'accord. 18h sur France Maghreb 2, oui absolument. L'heure du rappel de l'actualité, c'est avec Benoît Groncin pour l'actualité. Bonsoir Benoît. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.